Alors si comme moi vous pensiez que vous pouviez plus, enfin pas plus détester le père de Shannon que dans les deux livres Binding et Keeping 13, ben sachez que Saving Six et Redeeming Six vont vous faire totalement changer d'avis parce que je pense qu'il n'y a plus de mots sur cette planète en français ou dans n'importe quelle autre langue dans laquelle on peut dire à quel point j'ai une aversion pour cet homme, ce personnage. Et pourtant, j'en ai lu des vertes et des pas mûres, hein, j'en suis pas à ma première lecture. Mais ce mec a battu tous les records. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à vous prévenir, je pense que l'intro aussi, elle parle d'elle-même. Sortez les Kleenex, parce que si vous lisez ce livre, vous pouvez pas en sortir indemne. Perso, j'ai eu la bêtise de lire Saving Six en même temps. Je lisais God of Fury, Legacy of God, toutes les vidéos sont dispo sur ma chaîne. Et oh mon Dieu, what a mistake. Quand je vous dis ma santé mentale, elle était... Alors faites pas la même bêtise que moi. Franchement, c'est un livre que tu dois lire avec beaucoup de précaution et je tenais à faire la prévention dès le début. Faites très attention à vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je ne vous remercierai jamais assez. Aujourd'hui, je vous fais le résumé complet de Saving Six et Redeeming Six de Chloé Walsh. Donc, on continue la saga des Boys of Tommen. Et on va parler de Joey Lynch, le frère aîné de Shannon. Et oh mon Dieu. Alors déjà, il faut savoir que si vous avez déjà lu les deux premiers tomes, ce sont des tomes indépendants. Et même ça commence avant l'histoire de Shannon et de Johnny. Donc il n'y aura pas de spoil sur leur histoire à eux. Mais si vous voulez aller voir les vidéos, elles sont disponibles. Pour Joey et Aoife, en fait, leur histoire d'amour, elle commence des années et des années avant même que Shannon n'entre au collège. Et ça se passe quand Joey, il a 12 ans et c'est la première fois que lui, il va entrer au CEM. Et dès qu'il rentre dans le CEM, il voit Aoife et c'est le coup de foudre. À ce moment-là, ils ont que 12 ans, mais déjà Aoife, elle met une petite... un peu, elle lui fait comprendre qu'il lui plaît et qu'elle veut pas que les autres filles s'approchent de lui. Elle lui laisse son cartable. Donc lui, dès le début aussi, il est totalement in love de Aoife. C'est la femme la plus belle qu'il ait jamais vue, alors que ça fait même pas 30 minutes qu'il est au CEM. Le problème, c'est que Darren, il va pas tarder à partir. Et en partant, ben Darren, il va laisser tout le monde un peu dans la mouise, notamment le côté financier. Déjà, c'était pas vraiment au beau fixe avant qu'il ne parte, mais en plus, quand il est parti, c'est devenu encore pire. Et Joey, il est obligé de trouver du taf. Et le seul emploi qu'il ait trouvé, c'était être mécanicien. Et son employeur n'est autre que le père d'Aoife, Tony Molloy, parce que oui, en fait, Johnny, il appelle énormément Aoife par son nom de famille, donc Molloy, c'est un truc qui revient tout le temps dans le livre, pour que vous ne soyez pas perdus. Donc la famille Molloy, elle va un petit peu adopter Joey. Tony, le père d'Aoife, il va le considérer comme son fils, il va lui apprendre les rouages du métier de mécanicien et vraiment être la figure paternelle qu'il n'a jamais eue parce que leur père Teddy... oh mon Dieu, mais bon, je laisse ça pour plus tard. Anyway, donc en vrai, tout se passe très bien au niveau du taf de Joey, mais son patron a été clair dès le début, ne t'approche pas de ma fille. C'est limite un ordre qu'il lui donne. C'est sa fille, c'est la ligne à pas franchir. Et du coup, Joey, même si il était très attiré par Aoife et il voulait vraiment être avec elle et développer leur relation, ben déjà à cause de son père, il va pas oser, mais aussi à cause du bordel qui est sa vie. Parce que, mine de rien, Joey est responsable à lui tout seul de 4 enfants. Son frère Taïk, son autre frère Oli, enfin au début de Saving Six, il n'y a pas encore Sean, mais ces deux-là sont bien présents.
Donc Shannon aussi, elle est là, donc il a 3 enfants à charge et quand viendra Sean, il y en aura 4, plus leur mère parce que Mary Lynch, c'est une vraie épave, donc en général, c'est Joey qui fait tout le taf des 2 parents, hein, qui est vraiment là pour ses enfants, qui les a éduqués, qui a veillé à ce qu'ils mangent, qui veille à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises. Vraiment, Joey, c'est genre la seule figure parentale stable dans cette maison. Et malheureusement, lui aussi, il se faisait tabasser par leur paternel. Et quand je dis tabasser, on apprendra dans Redeeming Six que ça a commencé quand Joey avait 18 mois. Alors je vous mets la photo d'un bébé qui a 18 mois ici. Et vraiment, je peux pas. Moi, les enfants, je peux pas. Je comprendrai jamais les gens qui font ça dans la vraie vie. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur de la situation que vit Joey. Parce que dans ce tome-là, c'est pire que ce que subit Shannon. Joey, vraiment, à chaque fois que son père lui donne des coups, on est dans sa tête et c'est décrit de manière très, très, très précise. C'est pour ça que je vous avais dit de faire très attention à vous. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi la consommation de substances de Joey qui a commencé très jeune. Alors ça aussi, si c'est un sujet qui vous trigger, faites très très attention. Parce qu'au fait, Joey, c'est consommation de substances. Ça commence, on va dire, une Marie-Jeanne de temps en temps. Et après, ça monte crescendo à des trucs où une seringue est nécessaire. Et franchement, quand on lit les chapitres où il est comme ça, hein, vous pouvez pas ne pas avoir mal au cœur. Surtout comment Chloé décrit au fait toute la scène, tout l'aspect psychologique de Joey, c'est un crève-cœur. Waouh, vraiment, elle est très douée pour décrire la tristesse de Chloé. Chapeau bas. Et Joey, vu tout ce merdier, ben lui, évidemment, il a vraiment même pas tenté sa chance avec Ifa. Alors que elle l'attendait hein, depuis, comme je l'ai dit, le premier jour, elle était amoureuse de lui et elle voulait vraiment qu'il se passe un truc entre elle et Joey. Mais comme ben, ça fait 4 ans qu'ils sont dans le même CEM, enfin, et il lui a toujours rien demandé, alors qu'il y a un autre garçon, Paul, qui lui, il est là, il est en mode IFA, je veux sortir avec toi. Alors elle a accepté de sortir avec cet autre Paul, mais juste parce qu'elle avait marre d'attendre Joey. Et ils sont restés ensemble pendant 4 ans. Mais il faut savoir que même s'ils étaient ensemble, il ne s'est rien passé entre eux. Rien de vraiment concret, on va dire. Il y a eu des attouchements par-ci par-là, mais ils n'ont jamais eu d'oral ou de rapport. Rien du tout. Ifa refusait toujours. Parce qu'au fait, même si elle était avec lui physiquement, elle était toujours sentimentalement avec un autre, Joey. Et oui, lui, bien sûr, c'est un garçon, donc il n'a pas attendu Ifa, il est parti faire ses affaires ailleurs. Et la fille avec laquelle il a choisi d'avoir sa première fois, ce n'est autre que Bella Wilkinson. Vous vous souvenez, il y avait un chapitre dans Binding 13 où Johnny avait dit que Bella l'avait trompé. Donc je soupçonne que c'est Paul, le mec avec qui elle a trompé Johnny. Et ensuite, elle s'est mise avec son autre mec là. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse sur cette fille. Et ben, Ifa et Joey, c'est encore vraiment que des amis. Il la raccompagne le soir quand elle vient les voir au garage. Il est aux petits soins pour elle, mais ils ne vont jamais rien faire pendant les 6 premières années de leur rencontre jusqu'aux 17 ans de Joey, où enfin ils vont avancer dans leur relation. Parce qu'au fait, Ifa, elle a appris le poteau rose, parce que Joey l'avait jamais dit à personne ce qui se passait dans son foyer, personne ne savait les abus physiques, psychologiques qu'il subissait et la pression de devoir être le parent de 4 enfants, à lui tout seul, parce que comme je vous l'ai dit, les autres ils foutaient rien à part faire de sa vie un enfer. Et il
a décidé de laisser Ifa rentrer dans sa vie quand elle a su ce qui se passait dans son foyer et qu'au lieu de le juger comme il s'y attendait et comme ben, la moitié de la planète malheureusement elle le fait, ben, elle lui a dit qu'elle était là pour lui et qu'elle s'en foutait de sa situation. Elle est même allée à pied chez lui et elle lui a dit qu'elle l'aimait. Et c'est là qu'ils ont eu en fait leur premier baiser. Et là, on est en droit de se poser les questions suivantes. Est-ce que leur couple va survivre à tous ces problèmes, pardon? Est-ce que Joey va réussir à combattre ses addictions pour être avec Ifa? Et vous l'aurez compris, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez-vous là. Je vous laisse ici mon timecode pour mon avis, mes citations préférées et mon analyse. N'hésitez pas à aller checker. Pour ceux que les spoils ça dérange pas, on continue. Ces deux-là, ils ont vraiment pas de bol. En fait, c'est comme ça pour, j'ai l'impression, tous ces personnages, que ce soit Shannon, Johnny ou Ifa et Joey. Ils ont tous pas de bol dans leur relation parce que la première fois de Joey, une certaine Danielle les a surpris en train de se bécoter. Et elle, bien sûr, les filles, dès qu'elles ont 2-3 rapports avec un mec, ça y est, ils sont en couple. Donc pour elle, elle était dévastée. Et Joey, c'est comme si qu'il avait trompé, alors que lui, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit: «Je ne t'ai jamais rien promis. Depuis le départ, tu sais qu'on est juste une relation physique». Mais elle veut pas comprendre et elle transmet l'information à Paul, l'ex-petit ami, ou plutôt le actuel Difa, parce que oui, ils sont toujours ensemble au moment où elle a embrassé Joey. Donc il débarque avec son frère et il passe un tabac à Joey. Alors 2 contre 1, je vous laisse imaginer l'équitabilité de la situation de ce pauvre Joey, parce qu'il y en a un qui le tenait par derrière pour qu'il bouge pas et Paul, le ruait de coups. Parce que bien sûr, à part comme ça, il peut pas gagner contre Joey qui a passé sa vie à se bagarrer à l'école et on va apprendre que c'est pas juste à cause de Shannon, c'est aussi à cause d'Ifa, mais aussi parce qu'au fait, il comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de Joey qui a beaucoup de casseroles et en fait, dès que quelqu'un l'énerve, il a besoin de faire, de sortir toute cette, énergie négative, d'extérioriser et il utilise ses coups de poing. Alors oui, c'est vraiment pas sain, mais quand on lit tout ce qu'il subit dans son foyer, je comprends. Et ils continuent leur bagarre tranquillou jusqu'à ce que Taïg débarque avec, un manche à balai et à la manière d'un tortue ninja comme le décrit Ifa, elle est très drôle d'ailleurs cette meuf, ben il frappe, le frère de Paul et il leur, dit de laisser son frère. C'est pas juste qu'ils soient 2 contre 1 et c'est là que Joey se réveille parce que il peut lui en foutre des patates autant qu'il veut, mais toucher à son frère, c'est zone interdite. Et dès qu'il voit que ben, Taïg, il est là, il l'aide avec les coups de balai, là, il décide que c'est le moment de se réveiller et il commence à reprendre le dessus sur Paul et son frère. Bien sûr, ces deux-là se barrent quand la police débarque. Le pire, c'est que la police, c'est son père. Donc ce pauvre Joey est direct emmené au poste et leur père, bien sûr, à cœur joie, il leur dit: «Comptez pas sur moi pour que je vienne le sortir, cette fois-ci». C'est Ifa qui y va et c'est grâce à elle qu'il va sortir, concrètement et c'est là vraiment que va commencer leur relation. Ils passent vite, de l'amitié à l'amour, ils commencent à sortir ensemble, à être un couple, à faire des trucs de couple. Mais le problème, c'est, la vie de Joey malheureusement. En fait, Joey, c'est l'adolescent qui n'a pas le droit de vivre, qui doit toujours s'occuper de tout et de tout le monde, qui est le héros de tout le monde, mais il y a personne pour le sauver. Et Ifa, elle représente vraiment sa safe place, la seule place où il se sent bien, aimé, en sécurité. C'est la seule personne avec qui il peut être lui-même sans avoir peur, malgré qu'il a peur de la perdre, mais en fait, il n'a pas peur d'être lui-même avec elle. Et ça, c'est une chose totalement nouvelle pour lui. Et au fait, on apprendra que c'est dans ces circonstances-là que Joey commence à beaucoup moins venir chez eux et c'est là que leur père, commence à prendre, Shannon comme punching ball
et qu'il se montre encore plus protecteur envers elle maintenant, Joey, parce qu'il sait que si son père est amené à rester tout seul avec sa sœur dans la baraque, il pourrait plus jamais la revoir. Donc lui et Ifa, ils finissent par avoir des rendez-vous chez lui, quoi, où ils sont dans la chambre à côté, où au moins il sait que s'il se passe quoi que ce soit, il sera là pour essayer de sauver ses frères et sœurs. Et au fait, Joey, et vu qu'il est dans tout ce chaos, comme je vous l'ai dit, au fait, Joey, il doit gérer les cours, le travail, ses frères et sœurs, Ifa et son père et sa violence. Donc vraiment, il est à un moment où il commence à penser que Ifa peut le réparer, mais après, il comprend que c'est pas aussi simple que ça, que l'amour ne peut pas réparer tous les traumatismes qu'il a et que malgré le fait qu'il veut changer pour elle, il ne peut pas renoncer aux substances, juste comme ça. Alors, il se dit qu'il devient trop dangereux pour Ifa et que, en fait, elle mérite mieux, bien mieux que lui, et qu'il devrait la quitter. Et ça devient vraiment un énorme truc dans Saving Six. Joey pense toujours qu'il n'est pas assez pour elle, qu'elle mérite mieux, et que, au fait, il sera jamais assez fort pour se libérer de toutes ses addictions pour elle. Et c'est là que, en fait, il commence à toucher le fond et que ses addictions commencent à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur avec des choses qu'on consomme qu'avec des seringues. Et c'est vraiment Ifa qui l'a sauvé in extremis parce qu'il était chez son ami Shane qui le fournissait et elle l'a trouvé étendu sur un lit presque à moitié inanimé. Elle a dû le ramener chez lui et essayer de faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Mais vraiment, il est arrivé à un point, les addictions ont failli lui ôter la vie, concrètement. Il était à un cheveu de trépasser et de plus jamais revenir. Et là, vraiment, Ifa, elle pète les plombs sur lui, hein. Elle en a marre de son comportement parce qu'elle essaye de le comprendre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour lui. Elle est partie le récupérer dans des parcs pour camés. Elle est partie dans le coin des camés de leur établissement pour essayer de le raisonner. Elle faisait absolument tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'une femme peut faire pour aider un homme dans la situation de Joey. Mais lui, il s'obstinait et il voulait toujours pas changer. Après son overdose, Joey décide de rompre avec Eva parce qu'il l'aime beaucoup trop et il veut pas qu'elle sombre avec lui. Il pense qu'il l'aime tellement qu'il doit la protéger de lui-même. Il est persuadé qu'il doit régler ses problèmes avant d'avoir le droit d'être avec quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'Ifa. Elle, évidemment, elle est dévastée quand il rompt avec elle et elle veut absolument pas le quitter et rester avec lui, mais lui, il est en mode non, parce que il doit rompre avec elle pour se sevrer pour elle, pour être digne de la personne qu'elle mérite. Et c'est là qu'on entre dans Redeeming Six. En gros, Redeeming en anglais, ça veut dire se racheter. Il va commencer, donc, Joey à se sevrer pour Ifa, pour être avec elle et surtout pour être l'homme qu'elle mérite, qu'il pense qu'il doit être pour avoir le droit d'être avec elle. Elle, bien sûr, de l'autre côté, elle est complètement dévastée. Elle fait ce que font toutes les filles quand elles ont une rupture. Elle bouffe n'importe quoi et elle pleure toute la journée, écoute des chansons tristes. Bref, le schéma classique en ce qui concerne Ifa. Et par un concours de circonstances, il y a un garçon qui a besoin de Marie-Jeanne et qui la demande à Joey parce qu'il sait qu'il avait des tendances à fumer ça. Du coup, ils sont partis chez lui pour lui demander un petit truc. Sauf que Joey, il avait réussi à être clean et à n'avoir rien. Donc, ce mec qui n'est autre que Gibbsy qu'on va voir dans Taming Seven, la vidéo sort bientôt, j'ai bien reçu tous vos messages, vous inquiétez pas. Donc, il l'invite à une soirée et lui dit: «Vu que tu m'as rendu service pour la Marie-Jeanne, t'es le bienvenu, on a une petite fête entre nous». Et il se trouve que, bien sûr, Eva aussi, elle a été traînée à cette fête par sa meilleure amie Casey. Et c'est là-bas qu'ils se revoient pour la première fois depuis leur rupture. Quand ils se voient, immédiatement les éclairs vont recommencer entre ces deux-là. Ni une ni deux, ils se remettent ensemble parce que
Joey, ça fait un bon moment qu'il a réussi à rester sobre pour Ifa et il décide de fêter ça en buvant beaucoup de champagne et en ayant beaucoup de rapports. Même si, ben, la pauvre Ifa, elle a été malade après, cette fête-là, ben, quand même, ils en ont profité un maximum. Et Dieu merci, ben, Joey réussit à garder la tête sous l'eau. Ça va mieux, ses addictions, il commence à maîtriser beaucoup plus ses envies. Ça y est, il veut être l'homme que Ifa mérite et il se dit qu'il va plus jamais toucher, pardon, à tout ça. Sauf que, ben, en parallèle, sa situation familiale, elle s'est pas arrangée, bien au contraire, ça s'est de plus en plus aggravé parce que dès que Joey se remet avec Ifa, il passe plus de temps avec elle, donc évidemment moins de temps à la maison, ce qui laisse le champ libre à Teddy pour, ben, agresser ses autres enfants malheureusement, notamment Shannon, Holly, Taïk et Sean. Et franchement, ces 4-là, je peux même pas décrire leur situation psychologique tellement elle m'a fondu le cœur. Le pire, c'est que c'est pas juste des parents horribles et de très mauvais parents. On peut même parler de maltraitance infantile avec tout ce que j'ai lu dans les 4 premiers tomes que je me suis tapés, hein. Ils décident comme ça de partir tous les 2, hein. Le mec, il a embarqué tout ce qu'il y avait dans la maison, la télévision, l'argent, les économies, il a tout pris et il s'est barré pour, aller, prendre sa bouteille, vous avez compris que je voulais en venir. Et ben, leur mère, elle a fait pareil, elle a pris un taxi, elle est partie et personne ne sait où elle est. Du coup, bien sûr, Shannon, elle appelle son frère Joey, leur seule figure parentale dans cette maison. En panique, viens nous aider, on est tout seuls. Mam et papa enfin papa, Teddy sont partis. Donc bien sûr, Joey il débarque et Ifa était avec lui. Donc ils ont une belle petite dynamique de famille. J'ai trouvé ce moment trop, trop, trop mignon où Joey s'occupe de ses frères et sœurs. Ifa est là pour l'aider. Et c'est vraiment une espèce de stabilité qu'ils ont. Quand les parents ne sont pas là, c'est Joey et Ifa qui prennent la relève et qui sont des parents de substitution de ces enfants-là. Quelques jours plus tard, on apprendra que la mère, j'avoue, elle avait une très bonne excuse pour avoir pris le taxi et s'être barrée. Ben, c'était qu'elle avait eu une fausse couche parce que, rappelez-vous, elle était enceinte dans le tout début de Binding 13 et c'est à ce moment-là qu'elle perd le bébé qu'elle portait. Et vraiment Joey, il part, en courant à l'hôpital pour essayer de raisonner sa mère parce qu'elle ne veut pas lâcher, le corps de son fils qui est mort à la naissance malheureusement. Et franchement, c'est là que Marilyn, ça l'a vraiment pas fait pour moi parce qu'elle a laissé 4 gosses mineurs en parfaite santé, la pleurer tous les 4, être totalement terrorisés par, leur père et elle a choisi de rester à l'hôpital avec celui qui ne reviendra plus jamais. Je veux bien être ouverte d'esprit, je veux bien essayer de comprendre la mentalité de Marie, mais à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Tu as 4 gosses qui n'ont rien du tout dans le frigidaire, tu sais même pas s'ils sont en vie ou si ton mec est reparti chez eux, qu'il a fait quelque chose à un de tes gosses et toi, tu es à l'hôpital en train de chialer sur le cadavre de ton enfant qui ne reviendra jamais, alors que les 4 autres, ben, ils sont traumatisés à vie, ils ont peur, ils ont faim et rien ne va dans ce foyer-là. Donc oui, je comprends la peine d'une mère qui vient de perdre son enfant, mais c'est pas un truc, avec lequel tu restes une semaine à l'hôpital sans donner de nouvelles, à tes autres enfants, sans voir, ben, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont besoin de quoi que ce soit? D'accord, tu vis une situation psychologique qui n'est vraiment pas évidente, mais n'empêche, tu en as eu, 5-6 autres, avant celui-là, et tu as foiré leur éducation à tous et tu les as laissés se faire, démonter par Teddy sous tes yeux alors que tu ne disais rien. D'ailleurs, chacun d'entre eux en veut énormément à Marie pour ça. Donc à un certain moment, même si j'essaie de comprendre la mentalité de cette femme, vous allez voir après, il va y avoir un autre truc, je n'y suis pas arrivée et je pense que j'y arriverai jamais. Parce que oui, au fait, quand Joey est avec sa mère à l'hôpital et que son père a décidé de l'abandonner là-bas et maintenant ça y est, Joey, il est là, il peut enfin partir, Teddy, parce qu'il attendait que ça, hein, rentrer pour, prendre la bouteille.
Eh ben, il trouve que Aoife est chez lui parce que oui, comme je vous l'ai dit, c'est elle et Joey qui s'occupaient de ses gosses et il a failli abuser d'elle. Il a failli la VOL. Si Joey n'était pas arrivé à temps, c'est ce qu'il aurait fait. Il l'a plaqué contre le comptoir de la cuisine et étant plus massif qu'elle, il a réussi à baisser son pantalon et sa culotte. Alors, l'horreur de la situation, franchement, je j'ai pas les mots pour décrire, ce chapitre-là, mais en gros, Joey, il a pété les plombs et il a massacré son paternel et cerise sur le gâteau, ben, Marie, elle a pris la défense de son mec. Ouais, après tout ça, Teddy, tu saignes, elle a commencé à penser les blessures de son mec. Là, j'avoue que je pourrais jamais, au fait, comprendre cette femme. À part la psychiatrie, à part le fait qu'il y a vraiment un truc qui tombe pas en là-haut, je ne vois pas d'autre explication. Pourtant, j'en suis pas à mon premier bouquin, j'en suis pas à mes premiers traumatismes psychologiques, j'en ai vu des personnages comme ça. Elle, c'est limite de l'hypnose qui lui a fait parce que elle a vu de ses yeux ce qu'il s'apprêtait à faire à une pauvre jeune fille innocente, mais qui en plus était la petite amie de son fils. Donc vraiment, c'est ignoble. Ce mec, il est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et toi, ben, tu le gardes toujours sous ton toit. Tu penses ses blessures. Et à la fin de la bagarre avec Joey, c'est son côté à lui que tu prends. Donc là, franchement, je pense que tous mes espoirs en ce qui concerne Mary Lynch sont morts à ce chapitre. Et là, bien sûr, ben, Aoife, elle va vraiment pas bien après cette agression, hein. Joey la ramène chez elle et quand il essaye d'être là pour elle et la supplie de le laisser rester avec elle, elle lui sort la bombe qu'en fait elle veut pas. Elle veut pas qu'il reste près d'elle. Elle ne le supporte pas parce qu'il ressemble trop à son père et qu'il lui rappelle ce moment atroce. Donc Joey rechute alors que ça faisait des mois qu'il avait touché aucune substance et c'est vraiment à ce moment-là qu'il repart en vrille. Et ça tombe vraiment au pire moment parce que quelques temps plus tard, une semaine plus tard, la meilleure amie d'Aoife, Casey, dont je vous avais parlé plus tôt, ben, elle prend Aoife à part et elle lui dit: «Tu sais, je serai toujours là pour toi, tu peux me dire ce qui se passe, ça se voit de toute façon, tu peux plus le cacher». Et là, Aoife, elle est en mode: «Mais de quoi est-ce que tu me parles?» Et là, Casey tire la bombe: «Ben, Aoife, tu enceinte?» «Quoi? Non». Elle lui dit qu'elle est complètement cinglée, qu'elle est pas enceinte, que c'est pas vrai, qu'elle a eu ses règles, ça fait un peu plus d'un mois ou un truc comme ça, qu'elle va avoir ses règles bientôt et elle a juste un peu de retard. Et là, Casey, lui pointe le fait qu'elle et Aoife, elles ont le même cycle menstruel, qu'elles sont toujours réglées le même jour et que, ben, en fait, c'est pas normal qu'elle ait tous ces retards et que les pertes qu'elle a eues, c'était pas les règles, mais bien des saignements d'implantation. Là, Aoife, elle est bouche bée parce que oui, elle a eu un flux très très léger, ce qui n'est pas normal pour nous les filles. Donc, elle est en panique et elle va faire des tests de grossesse qui se révéleront tous positifs. Elle appelle sa mère et elle lui annonce la situation. Dieu merci, sa mère, enfin, les mères des autres les partenaires des enfants Lynch, ils sont tous super leurs parents. C'est vraiment eux qui n'ont pas eu de chance, les Lynch. Et elle lui dit qu'elle sera là pour elle, que tout va bien aller, que même si maintenant elle sent qu'elle est dans la merde, ben ça va finir par s'arranger. Ifa, de base, elle voulait pas parler à Joey de la grossesse parce qu'elle savait qu'il allait partir en cacahuète et qu'il allait replonger. Donc c'est vraiment parce qu'elle voulait, après des mois de sobriété, du coup, elle lui a pas dit et elle s'est dit: «Je vais attendre un petit peu». Mais après, elle découvre qu'en fait, c'est déjà trop tard et qu'après ce qui s'est passé avec son père Teddy et Ifa, il a replongé ce soir-là même. Bon, ils se remettent ensemble parce que, wesh, ils vont avoir un gosse, elle doit se remettre avec lui même si elle a envie de lui arracher les yeux à ce moment-là et elle lui dit pas tout de suite pour la grossesse. Elle décide de laisser ça secret jusqu'à ce qu'au moins il remette un peu d'ordre dans sa vie. Et elle se dit qu'au fait, si elle lui annonce la grossesse alors qu'il a déjà repris, les substances, ça va juste, bien empirer la situation.
Le problème, c'est que le frère d'Ifa a surpris une conversation entre sa mère et elle et il a compris que Ifa était enceinte. Et le frère d'Ifa, qui a toujours été jaloux de Joey, décide de tout dire à l'ex d'Ifa, Paul, qui annonce cette nouvelle à Joey en plein cours alors qu'ils étaient au lycée. Et là, Joey, comment vous dire, le pauvre mec, comment il était. Au fait, c'est un cocktail très particulier entre il est absolument bouleversé à l'idée d'avoir un bébé, mais aussi le fait que Ifa, l'amour de sa vie, ait caché le fait qu'elle était enceinte alors qu'elle le savait depuis un moment. Mais il finit par comprendre pourquoi elle l'a caché quand elle lui dit qu'en fait, elle avait peur qu'il rechute, chose qu'il a malheureusement déjà faite. Et elle le lui avait même dit une fois qu'il était en mode stone, mais bien sûr, il s'en rappelait pas le lendemain. Et très sincèrement, ça c'est une phrase du livre. Joey, c'est plus un parent pour les frères et sœurs qu'il a que ses propres parents. Donc, bien sûr, il assume la responsabilité. Il va être présent pour Ifa et pour son futur bébé. Il sera là à chaque étape et il la rassure. Ils ont fait cette bêtise ensemble, malgré que ce soit le fait que c'est un peu c'est pas vraiment la faute d'Ifa, mais comme elle était malade, sa contraception, au fait, elle n'a pas été efficace. Vu qu'elle a rendu le contenu de son estomac, comme je vous l'ai dit, elle était malade après avoir bu le champagne et c'est là que, en fait, elle est tombée enceinte. Donc on peut pas parler de faute, c'est vraiment un truc que personne n'aurait pu prédire, mais ils ont décidé d'affronter tout ça ensemble et d'être, un couple uni pour, toute la durée de la grossesse et pour, l'arrivée de leur enfant. Et c'est exactement à ce moment-là que, ben, l'agression que Shannon a subie dans la fin du tome 1 a lieu. Le père Teddy, il la frappe au point qu'un de ses poumons a été très grièvement blessé, donc elle est admise à l'hôpital et il l'emmène au bloc directement. Elle avait du sang dans les poumons, mais je me rappelle plus du terme technique. Le problème, c'est que même Joey, il subissait énormément de coups de la part de son père et que quand l'annonce de la grossesse est tombée, ben, ce connard a pris une ceinture et il l'a battu avec tellement, tellement fort que quelques jours plus tard, quand il a emmené sa sœur aux urgences, ben, Joey aussi s'est effondré au sol et que quand les médecins ont procédé à des tests, ils ont su que oui, depuis ces 18 mois, il avait subi des violences domestiques et qu'il y avait beaucoup de ses os qui présentaient des contusions, qui n'avaient pas en fait grandi comme ils étaient censés le faire parce que les coups avaient modifié leur forme. Oui, c'est horrible. C'est aussi à ce moment-là que revient Darren et bien sûr cet abruti avec sa mère. Ils font toutes leurs conneries en mode ça y est, maintenant c'est nous qui allons prendre soin des enfants. Mais si vous avez vu ma vidéo sur Keeping 13, vous savez très bien comment ça va se terminer. Passons. Après ça, ben, Joey il s'effondre complètement, surtout avec ce qui est arrivé à Shannon. Ses addictions reviennent et pour ne pas arranger la situation, il a son frère et sa mère qui lui ont fait tout ce speech et lui ont enlevé en fait la seule et unique raison pour laquelle il pouvait vivre ses frères et sœurs et s'occuper d'eux. Ifa est en panique, elle le cherche partout, mais elle le trouve pas, elle se rend même chez les Lynch, mais elle tombe direct sur Darren et sa mère Marie qui lui reproche sa grossesse et que en fait c'est à cause d'elle que Joey est enfermé dans cette situation d'addiction. Pas du tout à cause des problèmes familiaux, hein. Non. Vraiment, ces deux-là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, moi je vous le dis. Entre-temps, ben, Joey, ça va vraiment pas. Il retombe dans ses addictions bien plus fort que la première fois. Il pense plus à rien d'autre. Ifa essaie tant bien que mal de le contacter. Parfois, il répond, il s'excuse toujours, puis il disparaît à nouveau. Elle comprend à ce moment-là que, ben, elle ne peut pas simplement le sauver elle-même. Il doit vouloir se sauver lui-même. Et même Joey, il finit par réaliser que malgré tout l'amour qu'il porte à Ifa et à son futur enfant, ben ça suffit pas à vouloir changer. Il lui faut une aide professionnelle, il lui faut quelqu'un qui,
l'aide dans toute cette merde et qui l'encourage à chercher aussi de l'aide. Ses amis, et notamment Alec, l'aident pendant son sevrage et l'encouragent à obtenir une aide professionnelle parce que même si ses amis, ils ont toute la bonne volonté du monde, il lui faut vraiment un changement drastique. Et c'est là qu'il prend la décision capitale d'aller en réhabilitation pour traiter ses addictions. Il est séparé d'Ifa pendant cette période, bien sûr, mais contrairement à la fois précédente, cette fois, c'est pas pour elle qu'il a choisi de se sevrer, mais bien pour lui-même. Il commence réellement son chemin vers la guérison. Bien sûr, ils finissent par se retrouver et se remettre ensemble, mais cette fois, la dynamique de leur couple va encore devoir changer parce que c'est plus en mode Ifa qui va tout le temps sauver Joey. Non, cette fois, ils doivent être là l'un pour l'autre et cette fois, c'est Joey qui doit apprendre à guérir par lui-même. Et Ifa aussi, elle doit guérir avec lui. La grossesse d'Ifa arrive enfin à son terme et elle accouche du petit Eiji. Bien sûr, la mère de Johnny, Adele, elle est là à chaque étape. Elle a vraiment adopté Joey comme si c'était son fils parce qu'à ce moment-là, je pense que vous l'avez deviné, les parents de Joey sont morts parce que leur père a fait cramer leur baraque alors que tout le monde était dedans. Mais Johnny a réussi à sauver les enfants et Shannon. Mais la mère n'a pas réussi à en sortir indemne. Et Joey s'est retrouvé franchement embringué dans la famille Kavanagh parce que la mère de Johnny, Adele, l'a considéré comme son propre fils depuis le début. Elle a toujours été là pour lui. Et même au moment où il a eu son fils, Adele, elle était toujours là avec lui. Et il a eu une famille de substitution, à défaut d'avoir la biologique. Et très sincèrement, au départ, j'ai pas vraiment compris la réaction des gosses quand ils ont pleuré leurs parents comme ça. Mais en fait, je pense qu'ils ont plus pleuré pour qui ils étaient, des enfants qu'ils étaient, pour toutes les misères, toutes les traumatismes et toute la violence qu'ils ont subie sous ce foyer, plutôt que les parents qui n'ont jamais vraiment eu et des parents qui ne les ont jamais aimés comme ils méritaient d'être aimés. Et c'est la fin du tome Redeeming Six. On a un Joey heureux avec Ifa et un bébé tout mignon. Alors, mon avis sur ce livre, franchement, c'est un crève-cœur. Depuis le début jusqu'à la fin, genre je compte même plus les fois où mon cœur s'est serré pour Joey, pour Ifa, pour sa situation, pour ses frères et sœurs, pour tout ce qu'ils subissent. Et bravo à Chloé, au fait, parce que j'ai réussi à m'attacher à tout le monde, comme d'habitude. Vraiment, les personnages, c'est un banger, cette femme. Rien de plus à dire, à part sortir encore une fois les Kleenex, vous en aurez besoin. En ce qui concerne mon analyse des personnages, j'ai adoré Ifa. C'est une femme forte qui se laisse pas faire, mais qui est prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime, quitte à faire ce que beaucoup de femmes n'auraient pas fait. Je pense notamment comme avoir eu son bébé, parce qu'il n'y a pas juste une ou deux personnes qui lui a dit ben, d'avorter cette idée et de pas l'avoir, au fait. Mais elle aimait tellement Joey, elle était sûre qu'elle voulait avoir son enfant. Elle est partie dans des parcs de camés juste pour lui sauver la mise, pour être là pour lui, parce que, au fait, Joey, il est trop brisé par ce qu'il a vécu depuis tout petit, que même tout l'amour du monde n'aurait pas pu l'aider. Il avait besoin de ces substances, il avait besoin de ses addictions pour ne serait-ce que libérer son cerveau pendant quelque temps. En fait, j'ai jamais été pour les addictions, j'ai toujours trouvé que c'était un truc dégueulasse. J'ai jamais vraiment aimé les livres qui parlaient de ça. Mais ce livre-là, ce schéma-là avec la famille, les parents, Joey, oh Joey, on comprend. On comprend pourquoi elle a besoin de ces substances et on comprend que malgré toutes les bonnes volontés du monde, IFA ne suffit pas, rien ne suffira en fait, parce que c'est toute une enfance qui a été brisée au niveau de plusieurs êtres humains. C'est des années de traumatisme qui devaient guérir.
Et les substances, c'était là pour le calmer un petit moment, là où IFA a réussi à le calmer après, mais de manière temporaire uniquement. Il avait toujours besoin de plus. Et c'était vraiment des substances en plus. Mais Dieu merci, il a réussi à se reprendre en main et je suis sûre qu'il fera un père formidable, hein. Tout du long du bouquin, de toute façon, de tous les 4 premiers tomes, ben, Joey, c'est un vrai père pour tous ses gosses. Donc, je ne peux qu'applaudir Chloé parce que ce tome était magnifiquement triste. En ce qui concerne mes citations préférées, j'ai tu es peut-être le toxi dans notre relation, mais tu es également l'addiction contre laquelle je dois me battre, toujours aussi bouleversée en se tournant pour me faire face, parce que j'ai l'impression de mourir quand je suis avec toi et d'être déjà morte quand tu n'es pas là. Mon monde entier est contenu dans une seule et unique vie. J'avais passé tant de temps à tenter de la repousser que quand j'ai finalement arrêté, ça avait été incroyablement facile. Être avec elle m'était aussi naturel que de respirer. Je n'avais pas conscience que j'avais besoin d'air, mais je savais que je mourrais en son absence. Tu te fais du mal à toi-même, ça ne fait aucune différence. Parce que quand tu as mal, moi aussi. Quand tu brûles, je me consume avec toi. On est liés, Joe. On est le reflet l'un de l'autre. Tu ne l'as toujours pas compris. Ah. Et voilà, sur ce se termine la vidéo sur Saving and Redeeming Six. Franchement, c'est une duologie qui vous marque à vie, qui vous laisse une trace dans le cœur, tout ce que vous voulez. Faites pas comme moi et ne lisez surtout pas un autre tome aussi triste que God of Fury en parallèle, parce que c'est un crève le cœur et je me sentais vraiment pas bien après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas comme d'habitude, j'y répondrai en commentaire. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important pour booster ma chaîne. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ciao!